Et bienvenue à Philippe Merci, Besson. et bonjour à tous, merci. Voilà, nous sommes ravis d'avoir avec nous aujourd'hui qui va vous parler de Ceci n'est pas un fait divers. Vous pourrez aussi poser des questions, toutes les remarques que vous aurez envie de poser. Et on abordera aussi peut-être un petit peu le roman Arrête avec tes mensonges. On en a parlé aussi hier, vous savez que c'est dans l'actualité, que le film vient juste de sortir. Donc je vais vous laisser la parole. Ok. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, on va effectivement aujourd'hui parler particulièrement de Ceci n'est pas un fait divers, mais avant ça, je voulais moi peut-être vous dire deux, trois choses sur ma façon d'écrire des livres avant d'arriver à celui-là. Moi, il se trouve que j'ai eu une autre vie avant d'être écrivain. J'ai fait des études un peu longues, pas toujours amusantes, mais en tout cas voilà. Et puis je suis devenu juriste pendant des années. Et puis vers l'âge de 30 ans, parce que j'avais des histoires qui tournaient dans ma tête et que j'avais une imagination un peu luxuriante, je me suis dit tiens, je vais peut-être essayer d'écrire un livre. Et je me suis lancé dans l'écriture précisément parce que j'avais envie de raconter des histoires. Je me suis défini longtemps comme quelqu'un qui raconte une histoire, qui invente une histoire. Souvent, quand on écrit un premier livre, on a tendance à écrire à partir de soi, de sa propre expérience, de sa propre vie, etc. Moi, non. J'ai cherché à écrire des livres parce que j'avais envie de vivre d'autres vies que la mienne et de trouver des histoires qui étaient assez éloignées de moi. Au fond, j'ai l'impression que parfois comme un comédien interprète un rôle. Quand vous voyez un comédien dans un film, il n'est évidemment pas le rôle qu'il interprète dans la vie. Et ben moi, c'est pareil. Quand je me suis mis à écrire des livres, je voulais aller chercher des choses qui n'étaient pas forcément mon quotidien et raconter ces histoires-là. Et pendant très longtemps, parce que ça fait 25 ans que je fais ça, pendant longtemps, j'ai raconté des histoires. J'ai inventé des histoires. Et j'y prends beaucoup de plaisir. C'est quelque chose de très agréable et joyeux, même quand j'écris des choses épouvantables où tout le monde meurt à la fin, parce qu'en général, quand même, dans les romans, il y a peu de gens qui s'en sortent dans la littérature. Mais même ça, c'est plutôt assez joyeux d'écrire ça. Et puis, au bout de je sais pas, 16 ou 17 livres, j'ai écrit quelque chose qui était d'essence plus autobiographique. J'ai écrit une histoire qui m'était réellement arrivée. C'est Arrête avec tes mensonges qu'on a évoqué rapidement, où je racontais un souvenir de jeunesse, un souvenir de lycée en l'occurrence, puisque j'ai été élève dans un lycée charentais à Barbezieux. J'ai fait toute ma scolarité jusqu'au bac à Barbezieux, et donc je racontais ce souvenir de jeunesse à Barbezieux. Mais c'était la première fois que du coup je faisais appel à ma mémoire et pas à mon imagination pour écrire un livre. Et puis je suis revenu à l'idée de raconter des histoires. Et puis donc il y a de ça, je sais pas, 5 ou 6 ans, aiguillé par des gens autour de moi, je me suis engagé dans la lutte contre les violences conjugales. On m'a demandé d'être dans une association de lutte contre les violences conjugales. Je participais à des manifestations, etc., parce que c'était un sujet qui me paraissait important, qui racontait quelque chose de l'état de notre société, et qui me paraissait être un combat nécessaire à mener, et que moi, étant un homme, ça me paraissait nécessaire de m'impliquer dans les violences faites aux femmes, puisque c'est essentiellement de ça qu'il s'agit. Donc j'ai fait ça. Mais j'ai fait ce combat en tant que citoyen, si je puis dire, en tant que personne, pas en tant qu'écrivain. D'accord ? Je l'ai fait, voilà, comme un citoyen engagé ou pas, enfin un citoyen. Et puis il y a de ça 1 an et demi, 2 ans, j'ai rencontré un jeune homme dans une librairie. Parce que vous savez, quand vous êtes écrivain, vous faites des séances vous faites des rencontres et des séances de signature dans des librairies. Puis il y a des gens qui viennent vous voir, qui sont les gens qui lisent vos livres. Et donc il y a un jeune homme qui est venu me voir parce qu'il avait lu mes livres, et puis on a entamé une conversation. Et puis cette conversation s'est poursuivie. J'ai revu ce jeune homme un peu après, et je l'ai interrogé sur sa famille, comme on le fait quand on rencontre des gens. Et je lui ai demandé voilà, ce qu'était sa famille, et il m'a répondu: il faut que je te dise quelque chose, mon père a tué ma mère. Donc évidemment, c'est une phrase qui m'a plongé dans une forme de stupéfaction et de silence, parce que finalement, je n'ai pas trouvé quoi dire derrière. Il n'y a pas beaucoup de phrases dans la vie où vous ne savez pas répondre derrière, et moi, quand on me dit mon père a tué ma mère, je ne sais pas répondre derrière. Voilà. Et donc les choses se sont faites comme ça, et puis un peu plus tard, je lui ai dit: mais pourquoi ne pas en avoir parlé avant ?
Ce n'était pas un reproche que je lui faisais, mais je me dis, quand il vous est arrivé une telle tragédie, c'est bizarre de le... Enfin, c'est pas bizarre, mais j'essaie de comprendre pourquoi il l'avait gardé secret. Et il m'a dit deux choses qui ont décidé de l'écriture de ce livre-là. Il m'a dit, d'abord, la mort de ma mère, ça emporte tout. C'est ça qui compte d'abord, et moi, je suis à côté. L'idée qu'il n'était pas au centre des choses, mais à côté. Et moi, en tant qu'écrivain, ça m'a toujours intéressé les gens qui sont à côté. Les gens qui sont en bord du cadre, ou qui sont en arrière-plan, etc. J'écris jamais sur les gens qu'on voit. J'écris toujours sur ceux qu'on voit moins, ou qu'on ne voit pas. Et donc, à ce moment-là, a germé peut-être l'idée du livre, en se disant, mais c'est intéressant d'écrire sur quelqu'un qui ne veut pas apparaître. Et puis après, il m'a dit, de toute façon, je n'aurai pas les mots pour raconter l'histoire. Et là, l'écrivain que je suis, l'écrivain que nous sommes, quand on est écrivain, on se dit, s'il y a des gens qui ne savent pas raconter une histoire, peut-être que nous, qui avons pour fonction de raconter des histoires, on peut essayer de le faire pour eux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire ce livre, en me mettant dans la tête et dans la peau d'un jeune homme de 19 ans, qui un jour est appelé par sa petite sœur de 13 ans, parce que lui vit à Paris, il essaie d'apprendre à devenir danseur à l'Opéra de Paris, et elle, sa sœur, est restée dans une petite ville à côté de Bordeaux qui s'appelle Blanquefort. Et sa sœur, qui s'appelle Léa, qui a 13 ans, l'appelle au téléphone, c'est le début du livre, et lui dit ça, lui dit « Papa vient de tuer maman ». Et donc, à partir de là, s'enclenche d'abord évidemment une sidération de la part de ce jeune homme, bien sûr, mais la volonté aussi d'abord d'aller sauver sa petite sœur, parce qu'elle a assisté à la scène, et donc il faut empoigner le réel et essayer de faire en sorte que cette petite sœur, qui évidemment vient de vivre une calamité, une tragédie, ne soit pas laissée seule avec ça. Donc il prend un train et il redescend à Bordeaux. Et puis après, il y a l'idée d'essayer de surmonter le chagrin, parce qu'ils ont quand même perdu leur mère, la colère, parce que c'est leur père qui a tué, leur culpabilité, on y reviendra, parce qu'ils se disent, mais est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas vues, et puis la volonté de s'en sortir, de réapprendre à vivre après ça. C'est ça que raconte le livre. Et donc il redescend effectivement à Bordeaux, et il commence à parler avec sa petite sœur, et à remonter le fil de l'histoire, pour essayer de comprendre comment cette chose est arrivée, comment il est arrivé que son père tue sa mère. Alors il y a un terme qui existe aujourd'hui de plus en plus, je ne sais pas si ce terme vous est familier ou pas, qui est le terme de féminicide. C'est un terme qui vous parle ou pas du tout? Féminicide, ça va à tout le monde voit ce que c'est? Bon, très bien. Alors, féminicide, c'est intéressant parce que c'est un terme assez récent, et si vous écrivez ce terme sur votre logiciel, sur Word ou n'importe quoi, vous allez voir, ce terme est souligné de rouge, comme un mot qui est mal orthographié, ou comme un mot qui n'existe pas dans le vocabulaire. Ça dit quelque chose de notre société. Le fait que vous tapiez ce mot féminicide et qu'on vous dise « ça n'existe pas ». Voilà, parce que ça existe. Et que la vraie difficulté que nous avons, c'est qu'on considère que ça n'existe pas. Et que d'une certaine manière, les violences conjugales, c'est une sorte de chose qui est là, autour, mais dont on prend bonne garde de ne pas s'occuper. Voilà. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de dire « ça existe et il faut le montrer ». Et par ailleurs, on a vécu en droit français et en France avec une logique qui est celle du crime passionnel. Est-ce que ça parle à tout le monde, l'idée du crime passionnel ou pas? C'est quoi le crime passionnel? C'est de tellement aimer quelqu'un qu'on vient à le tuer. C'est ça. Donc je répète, c'est d'aimer tellement quelqu'un qu'on en vient à le tuer. Alors je répète la phrase, j'aime tellement quelqu'un que j'en viens à le tuer. J'aime tellement quelqu'un que j'en viens à le tuer. J'espère que vous comprenez l'absurdité complète de cette phrase. D'accord? Si on aime quelqu'un, on ne le tue pas. Vous voyez, il y a une espèce de truc, là, il y a un mur au milieu, et ce mur n'est pas franchissable. Si vous le franchissez, ce n'est pas de l'amour. Ça ne s'appelle pas de l'amour. Or, en France, on a vécu sur cette logique du crime passionnel, c'est-à-dire qu'effectivement, un homme tuait sa femme, ou la battait, voilà, mais c'était par amour, bien sûr, qu'il la battait. Vous voyez, c'est vraiment un geste d'amour de battre sa femme. Vous voyez, bon. Et donc, quand on parle aujourd'hui de féminicide, on essaie de sortir de cette logique-là et de dire non, on ne tue pas par amour, et non, le corps d'une femme, ça n'est pas un punching ball. Non, le corps d'une femme, ça n'est pas un champ de bataille. Non, le corps d'une femme, ce n'est pas quelque chose qu'on violente.
Donc on essaie de sortir de cette logique-là. C'est pour ça que le livre aussi s'appelle « Ceci n'est pas un fait divers », parce que souvent quand un homme tue sa femme, eh ben, c'est dans la rubrique des faits divers. Vous savez ce que c'est qu'un fait divers ou pas? Oui. Fait divers, c'est quoi pour vous un fait divers? Oui. C'est ce qui paraît dans les informations. C'est ce qui paraît dans les journaux en quelques lignes, oui. Alors quand on regarde la définition, ça dit aussi c'est sans portée générale. Vous voyez, c'est un truc sans grande importance. Vous voyez, quelqu'un tue quelqu'un d'autre, mais ça n'a pas de portée générale. Or, je pense que justement le féminicide, ça a une portée générale. On va y venir. Et le fait divers, effectivement, c'est quelques lignes dans un journal ou quelques phrases à la télévision. Et on vous dit, voilà, un homme a tué sa femme, les enfants étaient présents, et puis maintenant on vous donne les résultats du tiercé, ou les films qui sortent demain. D'accord? C'est aussi parfois un décompte, parce qu'on dit, il y a eu tant de violences conjugales, ou il y a eu tant de féminicides cette année, et c'est très important que ce décompte existe. Mais c'est surtout une histoire de femmes et d'hommes, c'est une histoire avec des vrais gens dedans, et donc ce n'est pas juste des lignes dans un journal, et ce n'est pas juste des choses théoriques, c'est des vrais gens dedans. Et puis, ça dit quelque chose de la société dans laquelle on vit. Parce que si un homme considère qu'il a le droit de vie et de mort sur sa femme, ça dit quelque chose de la société dans laquelle on vit. Voilà. Et c'est la société dans laquelle moi, par exemple, j'ai grandi. J'espère que ce n'est pas la société dans laquelle vous deviendrez des adultes, mais moi, j'ai grandi dans une société et dans un monde dans lequel on m'a expliqué que, oui, la domination masculine, c'était normal, qu'un homme avait une supériorité sur sa femme, une suprématie sur sa femme. Il y a 50 ans en France, il y a 50 ans, pas 500 ans, hein, il y a 50 ans en France, une femme ne pouvait pas signer un chèque sans l'accord de son mari. D'accord? Elle ne pouvait pas signer un chèque, pas dépenser de l'argent, sans que son mari ne soit d'accord pour qu'elle le fasse. Il y a 50 ans, pas il y a 5000 ans. Bon. Donc on vient de là, on vient de cette société-là. Et donc, il y avait cette idée que oui, on pouvait avoir droit de vie et de mort. Et aujourd'hui, on est en train d'expliquer, parce qu'on essaie de travailler sur la logique de l'égalité des sexes, et l'égalité entre les hommes et les femmes, que non, il n'y a pas de logique de domination s'il y a une réalité d'égalité. Alors cette égalité, elle est à conquérir, il faut aller la chercher, parce qu'elle n'est pas évidente. Vous verrez, je vous le dis déjà, hein, que vous le sachiez, mesdemoiselles, quand vous allez rentrer dans la vie économique, dans l'entreprise, dans 10 ans, 5 ans, vous serez payé 20% de moins que les garçons qui sont autour de vous. Sachez-le, hein. C'est ça qui vous attend. Pour le même travail, hein. 20% de moins. C'est la société dans laquelle on vit. Donc, évidemment, ça interroge, et donc il faut expliquer pourquoi il faut sortir de ces logiques-là. Et c'est ça que j'ai voulu faire avec ce livre. Et pourquoi je l'ai fait sous forme d'un roman? Ça, c'est important. Enfin, c'est important. Pour moi, c'est important. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une documentation qui existe. Il y a des essais qui sont publiés. Il y a des articles dans les journaux. Vous voyez des choses à la télévision. C'est très important. Il y a des statistiques. Il y a des travaux faits par des sociologues, par des psychologues, etc., qui sont des travaux extrêmement importants, fondamentaux. Il y a des associations qui font aussi un travail fondamental. Il y a vos enseignants qui vous disent des choses à vous sur ces questions-là. Et je crois que vous avez des modules sur les violences faites aux femmes, sur les violences conjugales, etc., sur les violences intrafamiliales, sur les discriminations aussi. Et c'est très important que cela existe. Mais il ne faut pas que vous preniez ça comme quelque chose qui soit juste une théorie, ou quelque chose qui est un truc qu'on vous donne comme une information. Ce n'est pas qu'une information, encore une fois. Il faut que vous compreniez la réalité qu'il y a derrière. Et moi, je me dis, en écrivant un roman, j'espère, c'est bizarre ce que je vais dire, mais susciter suffisamment d'effroi, suffisamment d'inquiétude, suffisamment d'émotion, suffisamment de stupéfaction pour que les gens prennent conscience de ce que ça signifie réellement. Que ce n'est pas juste quelque chose d'abstrait et de lointain, mais que c'est là, autour de nous. On considère, parce qu'il y a des statistiques là-dessus, que par exemple, vous avez une idée de quel serait le nombre des femmes victimes de violences conjugales en France, à peu près, ou pas du tout, par an? Vous diriez qu'il y a combien de femmes? Elles sont, semble-t-il, autour de 1 million, entre 800 000 et 1 million de femmes qui sont
victimes de violences conjugales. D'accord ? On considère que seulement 200 000 d'entre elles vont pousser la porte d'une gendarmerie ou d'un commissariat pour le dire. Ça veut dire qu'il y en aurait 600 000 ou 700 000 qui ne le disent pas. Et si elles ne le disent pas, ces femmes-là, c'est parce qu'elles vivent sous quelque chose qui s'appelle l'emprise ou qui s'appelle la peur. Elles n'y vont pas parce qu'elles ont peur. Parce que si elles poussent la porte d'une gendarmerie ou d'un commissariat pour dire qu'elles sont victimes de violences, elles craignent que leur mari, évidemment, l'apprenant, exerce davantage de violence encore sur elles. Donc on vit aussi dans cette logique de silence. Et dans mon livre, il y a ça aussi. C'est cette idée que cette femme, la mère, elle a le courage de pousser la porte de la gendarmerie, elle y va, et puis il y a un gendarme qui lui dit « Écoutez, madame, les disputes conjugales, c'est pas pour nous. Vous voyez, c'est pas du trouble à l'ordre public, donc il faudrait rentrer chez vous et vous en occuper. » Et il y a ça aussi, il y a cette idée qu'on considère que c'est pas notre affaire. Et il faut que vous considériez, vous, que c'est notre affaire à tous, en fait. Que ça existe et que c'est pas juste à côté et qu'on n'en a rien à faire parce que ce serait à côté. En fait, on n'en a pas rien à faire juste parce que c'est à côté. On en a à faire parce qu'on vit dans une société où tout le monde se connaît, se fréquente, voilà, et que c'est pas parce que c'est à côté que ça n'a aucune importance. Et parfois, ça n'est pas à côté, mais c'est peut-être dans votre famille ou dans vos proches, etc. Beaucoup plus proche que vous ne le pensez. Et beaucoup plus proche que nous ne le pensons tous. Et donc, il faut vivre ça, intégrer cette dimension-là. Et c'est ça que j'ai essayé de raconter dans ce livre-là. Encore une fois, en incarnant, en montrant des personnages auxquels, j'espère, vous pouvez, sinon vous identifier, au moins, dont vous pouvez vous sentir proche, dont vous pouvez comprendre le mode de fonctionnement. En vous disant, ah oui, ce jeune homme-là ou cette mère-là, j'ai l'impression que je la connais. Parce que les romanciers, ça sert à ça. Les romanciers, ça tend un miroir, ça raconte des histoires, et puis tout d'un coup, on s'y reconnaît. Vous avez tous, à un moment ou à un autre, lu des livres. Alors, je sais que vous lisez des livres qui vous sont imposés, la plupart du temps, parce que voilà, vous avez des livres à lire, parce que vous êtes lycéen et que vous allez passer le bac dans un an et que vous allez donc devoir lire des livres. Et j'ai moi aussi dû lire des livres, et je les ai lus parce que je devais les lire, ok ? Et que quand on me demande de les lire, c'est pas toujours très simple, parce qu'on se dit qu'on n'a pas envie de faire quelque chose qu'on nous demande de faire, bon, ok ? Mais il y a aussi des livres que vous choisissez, quels qu'ils soient. Même quand vous choisissez un manga, n'importe quoi, c'est vous qui le choisissez. Vous faites vos choix. Quand vous allez chercher dans une librairie ou que vous allez sur Amazon ou sur je sais pas quoi, ou sur Fnac.com ou n'importe quoi, et que vous achetez un truc, vous avez fait votre choix. D'accord ? Y compris si c'est une BD ou n'importe quoi. Il n'y a pas de mauvaise littérature. Il y a des livres qui existent, que ce soit des BD, des mangas. Moi, je m'en fiche que vous lisiez des romans ou pas. Pourvu que vous lisiez, au moins, que vous ayez l'idée des mots. Bon, vous ne soyez pas juste sur des téléphones portables, à regarder des vidéos parfois. Le monde existe aussi à côté. Bon. Et donc, quand vous faites ces choix-là, ça dit quelque chose de vous. Et ça veut dire surtout que vous essayez peut-être de trouver dans ce que vous lisez, soit quelque chose qui vous ressemble, sans que vous le sachiez peut-être au départ, soit quelque chose qui vous permette d'échapper à votre quotidien. C'est à ça que ça sert les livres. Moi, quand j'ai eu votre âge, j'ai lu des livres et puis je me suis dit, tiens, c'est étrange parce que je lis le livre de quelqu'un que je ne connais pas et qui raconte une histoire qui est la mienne. Et je me suis dit, c'est bizarre que quelqu'un raconte une histoire qui est la mienne alors que le monsieur, je ne sais pas qui c'est. D'accord ? Et ça m'a permis de me sentir moins seul. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis dit, donc, il y a quelque part des gens qui me ressemblent ou des gens qui éprouvent des choses similaires aux miennes, et donc ça me permettait de me sentir moins seul. C'est ça aussi les livres. Ça permet à un moment de trouver quelque chose qui fait qu'on voit qu'il y a ailleurs des gens qui nous ressemblent ou ailleurs des gens qui nous font éprouver des choses avec lesquelles on se sent en empathie, en fraternité. Donc voilà aussi pourquoi moi j'écris des livres, avec l'espoir qu'on fasse ça. Et quand j'écris Arrête avec tes mensonges, qui est un autre type d'histoire, parce que comme je vous le disais, c'est une histoire personnelle, autobiographique, j'ai cette idée-là aussi, c'est même si je raconte quelque chose de très intime, qui m'est arrivé réellement, je me dis peut-être que les gens vont reconnaître quelque chose de ce qu'ils ont vécu, ou de ce qu'ils ont éprouvé en secret, en silence, etc. Et que si tout d'un coup ils trouvent ça, et ils trouvent un écho à leur propre vie,
alors peut-être que ce n'est pas complètement inutile. C'est aussi à ça que servent les livres, à ce que ça ne soit pas totalement parfois inutile. Même si, encore une fois, les romans sont supposés vous émouvoir, vous faire ressentir des choses. D'accord? Voilà ce que je voulais dire. Mais il y a des lectures qui sont prévues. Et donc on va peut-être donner la parole pour lire, non, déjà, non? Oui, alors hier, on a lu ensemble des extraits, et il y a deux élèves, Pierre et Clémence, qui ont bien voulu lire des petits passages. C'est très bref, c'est plus court que ce qu'on a fait hier. On va peut-être commencer par Pierre, parce qu'il lit un extrait qu'on n'a pas lu ensemble. Si tu veux bien venir, Pierre. T'as besoin d'un micro ou pas? Faut que tu portes la voix un peu, mais... D'accord. Tu te tournes. Est-ce que je peux te filmer? Bien fort. Alors, on n'a pas lu ce passage. Tu es où? Là. Dans la cuisine. Seule? Avec maman. Elle a dit maman, comme si notre mère était encore en vie. Encore une personne vivante, comme si rien n'avait changé. J'ai dû réprimer un sanglot. Puis, j'ai visualisé la scène. J'ignorais toujours les circonstances. Mais il n'était pas difficile d'imaginer le cadavre au sol, du sang autour. Quand je dis pas difficile, qu'on ne se méprenne pas. Évidemment, c'était horrible, et même insoutenable, mais ça relevait de la déduction, du raisonnement, d'autant que je connaissais parfaitement la topographie des lieux. J'ai donc vu Léa, près du cadavre de notre mère, qu'on me permette de m'arrêter sur cette étrangeté. La scène, je n'ai jamais vue pour de bon, c'est pourtant elle qui continue de me hanter. Alors ça, c'est un passage qui est au début du livre. Donc la petite sœur dit qu'elle est auprès du cadavre de sa mère, puisque le crime a eu lieu dans la maison de famille, et elle a appelé son frère, et son frère, donc, comme je vous l'ai dit, revient la chercher. Et lui, il n'a pas vu la scène, il ne sait pas où ça s'est produit. Enfin, il sait que, voilà. Et du coup, il essaie de visualiser les choses pour essayer d'approcher la réalité de ça. Et c'est ça que raconte cette scène-là. Et n'ayant pas vu cette scène, il arrive pourtant à l'imaginer, et il a besoin de l'imaginer. Il faut d'ailleurs que vous compreniez aussi cette chose-là, qui est une particularité des féminicides, c'est que les féminicides ont lieu la plupart du temps dans la maison de famille. Donc dans la maison où la famille vit. Donc la maison où les enfants ont leurs souvenirs, ont leur vie, où ils ont eu leur enfance, leur adolescence, etc. C'est là que ça se passe, dans 2 cas sur 3. Et que quand ça se passe là, cette maison devient une scène de crime. Et donc comme il y a une scène de crime, elle est plus accessible. C'est-à-dire qu'on ne peut plus entrer dans la maison. Donc lui, le jeune homme, quand il va arriver devant la maison, on va lui dire, vous ne pouvez pas rentrer chez vous, parce que ça n'est plus chez vous. C'est devenu une scène de crime. Et c'est aussi ça qui m'intéressait de raconter, c'est que ces enfants, qui sont les orphelins des féminicides, rien n'est prévu pour eux. C'est-à-dire on leur dit, vous n'avez pas le droit de rentrer chez vous, mais débrouillez-vous comme vous voulez, on ne sait pas où vous irez, mais c'est votre problème. D'accord? Et donc eux doivent se débrouiller avec ça. Et ça va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on pose des scellés sur une maison, vous voyez ce que c'est de poser des scellés, et donc ça veut dire que la maison devient vraiment inaccessible, et puis il y a une enquête qui va être menée, puis il y a un procès qui va avoir lieu, etc. Et à un moment, on va donc retirer les scellés et rendre la maison aux enfants. Ce qui arrive en général au bout d'1 an. Donc au bout d'1 an, on vous dit la maison vous revient. Et il faut que vous compreniez que quand les enfants rentrent dans la maison, 1 an après, la scène de crime n'a pas été nettoyée. Donc ce sont les enfants qui nettoient le sang de leur mère. C'est ça un féminicide. Hein. C'est ça, concrètement, réellement. Pas une chose abstraite et théorique, c'est juste que vous entrez dans une pièce où le sang de la mère est encore. Pardon si c'est un peu... mais il faut juste se mettre voilà, c'est ça la réalité. De la même manière, il faut que vous compreniez que, par exemple, pour les enfants mineurs, vous êtes des enfants mineurs, l'autorité parentale reste au père. Ça veut dire que le père, qui est en prison, qui a tué la mère des enfants, a encore toute autorité sur les enfants.
Est-ce que ça paraît logique? On n'est pas sûr, parce que vous voyez, un homme qui tue sa femme, est-ce que ça reste un bon père? La question mérite d'être posée. Vous voyez, moi j'ai un peu la réponse, mais bon. Et donc, toutes ces réalités-là, elles existent, et moi je voulais les montrer, parce que ce sont des réalités qu'on ne voit pas ou qu'on n'imagine pas, et dont on parle très peu. Et donc c'est ça que ça raconte aussi, que ces enfants-là, ils doivent vivre après le drame initial, qui est évidemment le plus épouvantable, celui de la mort de la mère, et du chagrin que ça emporte. C'est tout le reste derrière, toutes les épreuves qu'il va falloir encaisser pour espérer se reconstruire et revenir à la surface un jour. Et donc celle-là en est une. Je ne veux pas vous plonger dans l'effroi non plus, mais c'est descendre tout le monde. Mais en tout cas, c'est ça la réalité. Il y a un moment, il faut la montrer. Il y avait un autre texte, non? Oui, Clémence. Qui est Clémence? Clémence. Il faut venir. Alors Clémence, tu te lèves et puis tu te tournes peut-être là, et comme ça tes camarades te verront. Léa m'a alors raconté qu'il y avait eu d'autres discours, presque exclusivement sur le même sujet. Le scénario était toujours le même. Il lui cherchait des noises, elle faisait semblant de ne pas avoir entendu. Tournait la tête, s'occupait à autre chose. La vaisselle, le ménage, il persistait. Se rapprochait d'elle, un peu trop pour montrer qu'il était le maître de ce foyer, qui dominait, à qui il fallait prêter allégeance, rendre des comptes, à qui on devait fidélité et respect. Et quand il n'en pouvait plus de son mutisme, de son inattention fatale, la gifle tombait. Dans la seconde, il s'excusait. Il n'avait pas voulu ça, il ne savait pas ce qui lui avait pris. C'est elle qui le poussait à bout aussi. Il renouvelait ses excuses, devenait lourd, en faisant des tonnes, avant d'ajouter une fois encore que tout ça c'était de sa faute à elle, puisque c'était lui la victime dans cette histoire, lui qui était cocu peut-être, délaissé en tout cas, lui dont les autres se moquaient dans son dos, mais que croyait-il? Merci. Ça raconte une chose aussi, c'est que le féminicide tel que je vous l'ai raconté, c'est en général un aboutissement, c'est un point final à quelque chose qui a commencé avant, qui s'appelle effectivement des violences conjugales. C'est-à-dire ça sort rarement de nulle part. C'est pas quelqu'un qui un jour se réveille en disant tiens, je tue ma femme parce que j'ai 5 minutes. Bon. Donc l'idée c'est qu'effectivement il y a eu un truc avant. Et dans les choses qui ont eu avant, il y a souvent effectivement de la jalousie, de la paranoïa, etc. Et cette idée du réflexe de propriétaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi la violence exercée sur quelqu'un d'autre? C'est considérer qu'on est propriétaire de l'autre. C'est important cette idée-là. C'est que dans 2 cas sur 3, le féminicide arrive quand la femme dit qu'elle va partir. C'est-à-dire, elle dit qu'elle va partir, alors son mari la tue. Et si c'est ça, ça veut dire quand même qu'on ne supporte pas donc qu'une femme existe en dehors de soi. On dit, ben non, ma femme c'est ma femme, à moi, tout seul, et si elle veut s'en aller, si elle veut avoir sa liberté, c'est pas possible, je la tue. C'est un réflexe de propriétaire. D'accord ? Et les violences, c'est souvent un réflexe de propriétaire. Or, on peut être propriétaire d'une maison, on peut être propriétaire d'une voiture, il n'y a pas de souci, moi j'ai rien contre la propriété, c'est pas un souci la propriété. Mais on n'est pas propriétaire de quelqu'un. On n'est pas la propriété de quelqu'un. Ça n'existe pas. Les relations entre les gens, ce n'est pas des relations de propriétaire ou de locataire ou de je ne sais pas quoi, c'est pas ça la réalité. Et donc il faut sortir de ça, de cette idée qu'on n'appartient pas à quelqu'un. Encore une fois, on a le droit d'avoir une voiture, on a un réfrigérateur chez soi, mais avoir une voiture et un réfrigérateur, c'est pas comme avoir une femme. C'est pas sur le même registre, vous voyez. Et donc, ça aussi, ça raconte ça. Ça raconte cette idée-là. Il faut que vous compreniez que c'est entre vos mains. Et là, ma génération à moi, elle a entièrement échoué sur cette question. Comme ma génération à moi a entièrement échoué sur la question de l'environnement et de l'écologie. Et que la planète qu'on vous laisse, elle est épouvantable. Parce qu'on n'a pas fait le travail. Parce qu'on a été égoïste et que ça sera à vous de gérer ce que nous avons mal fait. C'est ça, la réalité. Et je suis dans les coupables, moi. Donc, bon. Moi, j'ai fait mal. Je n'ai pas été écolo. J'ai tout fait comme il ne fallait pas. Et je vous le laisse en vous disant, débrouillez-vous.
Vous en avez pour 50 ans, mais moi, je ne serai plus là. C'est ça, hein, la réalité. Qui est donc un comportement qui n'est pas extrêmement gentil à votre égard. Voyez et donc, l'espoir qu'on a, c'est que vous n'allez pas faire la même chose avec ceux qui vont vous suivre. Et que vous n'allez pas être aussi mauvais et aussi nul qu'on l'a été nous. Et sur cette question des violences, ben on espère la même chose. Parce qu'on a été nul. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Et que c'est vous qui devez avoir la conscience suffisamment éveillée pour comprendre que vous avez un rôle à jouer et que vous n'êtes pas là pour reproduire les mauvais modèles. Moi, j'ai rien contre la reproduction des modèles. J'ai rien contre la perpétuation des traditions. Il y a des traditions formidables et qui doivent être perpétuées. Il y a des choses héritées du passé qu'il faut évidemment conserver. Mais il y a des choses, quand elles sont mauvaises, il faut savoir s'en délaisser, s'en débarrasser. Ça en fait partie. Et donc, votre mission à vous, c'est d'essayer de comprendre ce que ceux d'avant ont bien fait et ceux d'avant ont mal fait. Alors, dans ce qu'on a mal fait, il y a, encore une fois, l'écologie. Enfin, il y a plein d'autres choses qu'on a mal fait, mais ça en particulier. Et puis, il y a cette question-là. On n'a pas pris en compte la question des violences faites aux femmes ou des violences dans la famille, etc. Enfin, c'était là et on s'en fichait. C'était là où on ne le voyait pas. C'était là où on s'en accommodait. Parce que ce n'est pas nouveau, hein. Je veux dire, c'est pas, on en parle aujourd'hui, mais c'était pareil hier, d'accord? Sauf qu'hier, voilà. Donc votre travail à vous, c'est de comprendre que ça doit être visible et de voir comment comment vous le prenez, comment vous faites avec ça. Et voilà, c'est la seule mission que vous avez peut-être, mais en tout cas celle-là, il faut essayer de l'exercer intelligemment. Oui, allez-y. Je me demandais si vous n'aviez pas une question. Oui, vous avez droit. Lancez-vous. Sur ça ou sur n'importe quoi, vous avez le droit de poser n'importe quelle... Il n'y a pas de question tabou. Hein. Sur le sujet, sur le métier d'écrivain, sur l'écriture. C'est toujours la première question qui est un peu compliquée, donc passez directement à la deuxième. Donc, est-ce qu'il y a une question? Allez-y. Hein. Est-ce que vous avez une question? Oui. Pour l'écrire? Alors, il n'y a pas de règle pour le temps d'écriture d'un livre. C'est-à-dire qu'en fait, chez moi, je peux penser à des sujets pendant longtemps sans savoir comment je vais écrire ce sujet-là. Et puis à un moment, il va se passer un accident, un incident, quelque chose qui ne dépend pas de moi, qui va provoquer l'écriture du livre. Par exemple, vous voyez qui est Arthur Rimbaud, le poète. Donc, Arthur Rimbaud, moi, quelqu'un qui me fascine, son œuvre évidemment, mais aussi sa vie. La vie d'Arthur Rimbaud me paraît une vie totalement romanesque, etc. Donc je voulais écrire depuis très longtemps quelque chose autour d'Arthur Rimbaud. Mais je ne savais pas comment raconter l'histoire. Pas du tout. Et donc j'avais lu plein de choses sur Rimbaud, j'essayais de comprendre comment je pouvais raconter l'histoire, et je n'y arrivais pas. Et je me disais, je vais essayer d'écrire quelque chose sur Rimbaud poète, mais en même temps, beaucoup de gens l'avaient déjà fait avant moi. Je ne voyais pas très bien comment je raconterais mieux que d'autres, que ceux qui l'avaient fait avant moi, ce que je raconterais sur ça. Dans la deuxième partie de sa vie, je ne sais pas si vous le savez, mais Rimbaud était un voyageur, Rimbaud a vécu en Afrique, etc. Il y a aussi pas mal de littérature sur le sujet, je ne voyais pas ce que je raconterais d'original là-dessus. Et puis Rimbaud est mort à 37 ans, jeune, d'une gangrène, un cancer dans la jambe, et donc il est revenu d'Afrique, et il est remonté dans sa région natale, les Ardennes, Charleville-Mézières, et il a passé les 6 derniers mois de sa vie, enfin presque 6 derniers mois de sa vie, malade, avec une jambe coupée, avec le cancer qui progressait, donc l'agonie, auprès de sa sœur cadette. Et sur cette période-là, on ne sait presque rien. Donc évidemment, quand on ne sait presque rien, le romancier, lui, il se dit, si on ne sait presque rien, moi je peux peut-être jouer avec les zones d'ombre. Je peux peut-être jouer avec ce qu'on ne sait pas. Parce que là, on peut remplir les zones d'ombre. Bon. Et je me rends compte qu'il a passé les 6 derniers mois de sa vie auprès de sa sœur Isabelle, qui était sa sœur cadette. Isabelle avait 6 ans de moins que son frère. Et les gens qui aiment Rimbaud n'aiment pas beaucoup Isabelle, parce que c'était une grenouille de Mélitier, enfin, elle était très croyante, très machin, elle est cierge, vraiment. Elle a écrit une biographie de son frère qui est complètement effrayante. Bon, enfin, effrayante au sens, elle en a fait une espèce de saint, alors que c'était tout sauf un saint, son frère. Et donc, les gens qui aiment Rimbaud n'aiment pas beaucoup sa sœur. Et moi-même, je ne l'aimais pas beaucoup. Et donc, dans ma tête, je me dis cette phrase, je me dis quand même, quelle idiote cette pauvre Isabelle, parce que si elle avait écrit son journal intime pendant l'agonie de son frère, ça serait formidable, qu'on saurait ce qui s'est passé. Et au moment où je prononce cette phrase dans ma tête, si elle avait tenu son journal intime, Isabelle, ça serait formidable, on saurait ce qui s'est passé. Je viens de trouver le livre. Je comprends que le livre que je vais écrire, c'est le journal intime
qu'Isabelle n'a pas écrit. Et donc je vais inventer le journal intime d'Isabelle Rimbaud face à son frère mourant. Et donc je comprends comment je peux raconter l'histoire de son frère. Mais si je ne prononce pas cette phrase dans ma tête, je ne sais pas quel livre je vais écrire. Et puis à partir du moment où je sais que c'est ça que je vais raconter, enfin que c'est comme ça que je vais raconter l'histoire, et que ça sera donc Rimbaud sur la fin de sa vie dont je vais parler, à partir de là, ça déroule, c'est assez simple d'écrire le livre. Enfin, c'est pas difficile, parce que tout est en ordre. Je vois le début, je vois la fin, donc c'est une trajectoire. Il suffit de suivre un chemin. Vous savez où vous allez. Et alors après, ça peut prendre 3 mois, 4 mois, 5 mois, ça prend rarement plus de 6 mois. Et voilà, mais en revanche, c'est obsédant. C'est-à-dire que quand vous écrivez tout le temps, au sens, même quand vous écrivez pas, vous écrivez. Je veux dire par là que, même quand je ne suis pas en train d'écrire concrètement à l'ordinateur ou à la main, j'écris, c'est-à-dire je pense au livre tout le temps. Et je l'écris comme vous allez le lire, comme le lecteur le lira, c'est-à-dire dans le même ordre que vous. J'écris pas la fin, puis le début, puis le milieu, puis le début, je sais pas comment. Non, j'ai besoin que ça soit dans l'ordre et que ça soit fluide et que ça coule. Et j'ai besoin qu'on entende une voix. Donc moi, il y a une voix qui parle, et je me dis c'est la voix que le lecteur, la lectrice va entendre. Donc il faut trouver cette voix qui s'exprime pour que cette voix parle à celui qui va lire le livre. Et donc vous trouvez la voix, l'écriture, et puis ça se fait. Voilà. Mais ça peut prendre, oui, autour de 6 mois, on va dire. Voilà. Mais le temps d'écriture le plus long, enfin, le plus important, c'est celui où je n'ai pas écrit. Je veux dire par là que c'est le temps où j'ai pensé au livre avant qu'il arrive. Ce temps-là est plus important sans doute que le temps d'écriture lui-même. Voilà. Une autre question ? Non ? Oui. Est-ce que ça vous paraît possible qu'il y ait une adaptation cinématographique de Ceci n'est pas un film ? Alors, écoutez, en tout cas, il y a plusieurs réalisateurs qui se sont manifestés pour en faire un film, 3 en l'occurrence. Ce qui est bien quand ce sont des réalisateurs, parce que souvent quand vous sortez un livre, il y a des producteurs de cinéma qui se manifestent. J'ai appris à m'en méfier avec les années, parce que les producteurs, en fait, ils cherchent un sujet, ils cherchent à faire un coup. Ils se disent, tiens, le féminicide, c'est dans l'air du temps, donc je vais faire un film sur ça. Bon. Donc ça, il faut se tenir à l'écart de ça, parce que ça ne sert à rien. Quand il y a des réalisateurs, ça veut dire qu'ils ont déjà une vision, ils ont déjà une idée du film qu'ils veulent faire, en tout cas. Bon. Et sur les 3 que j'ai rencontrés, il y en a un, en tout cas, qui a une vision des choses qui me plaît beaucoup. En plus, le sujet des violences intrafamiliales, etc., le touche particulièrement, personnellement. Donc il a une motivation, si je puis dire, supplémentaire pour faire ça, parce que je vois que c'est quelqu'un qui est très heurté par cette question. Et donc je vais lui confier les droits du livre. Donc en fait on vend ces droits, il faut être très clair. Donc on vend des droits, et après un réalisateur, fait un film, comme c'est arrivé avec Arrête avec tes mensonges. Un jour il y a quelqu'un qui dit « j'aimerais tourner un film à partir de votre livre ». Et donc vous cédez vos droits, et après c'est le réalisateur qui fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que c'est le réalisateur qui écrit le scénario qu'il a envie d'écrire, il choisit les acteurs qu'il veut choisir, et l'écrivain n'existe plus. Vous lâchez le bébé à quelqu'un d'autre. Moi, ça me va très bien, j'ai aucun souci avec ça, mais en tout cas, voilà, parce que souvent on entend dire, ah là là, le film est moins bien que le livre, ou je suis déçu en voyant le machin. Oui, ou même les écrivains qui disent, non, moi c'est pas ce que j'aurais fait, ils disent, il fallait pas vendre tes droits. Bon. À partir du moment où on vend ses droits, on prend le risque qu'effectivement ça soit une bouse à la fin, mais bon, ça on n'y peut rien. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut bien choisir au début celui qui va faire le film. Donc là, en tout cas, je viens de choisir quelqu'un qui va faire ce film, donc on verra. Après, c'est très long, le cinéma, c'est très long, donc ça peut... Parce que Arrête avec tes mensonges, ça a pris 5 ans. Entre le moment où j'ai rencontré le réalisateur la première fois et le film est sorti en salle, il s'est écoulé 5 ans. Donc ça peut être très, très, très long. Alors, j'avais un autre livre qui avait été adapté il y a quelques années, qui s'appelait Son frère, par Patrice Chéreau. Là, ça avait pris 6 mois. Donc il n'y a pas de règle. Mais la règle, quand même, c'est que c'est plutôt long que pas long. Voilà. Donc ça risque de devenir un film un jour, oui. D'autres questions ? Non ? J'ai plombé l'ambiance, c'est ça ? Non ? Non, c'est la dernière heure, c'est le week-end, c'est ça ? C'est plus ça, je pense, oui. Pas de questions ? Je ne pense pas que Philippe Besson reviendra nous voir cette année. Profitez-en. Encore une fois, sur n'importe quel sujet, c'est pas un souci. Vous avez le droit de parler de l'écriture, de je sais pas quoi, ou des auteurs que vous aimez. Et, Oui. Est-ce qu'il y a des auteurs en particulier qui vous ont inspiré en tant qu'écrivain ?
Alors, il y a des auteurs que j'aime et que j'admire, mais qui ne m'inspirent pas nécessairement. C'est-à-dire, je lis des livres, je lis beaucoup, et il y a des auteurs que j'aime énormément et que j'admire, mais dont l'écriture n'a aucun impact sur la mienne. Voilà. Je vais vous citer un auteur que peut-être vous connaissez. Là, si vous connaissez, vous allez tomber à la renverse, parce que j'imagine que vous ne l'aimez pas beaucoup. C'est Marcel Proust. Ça parle à quelqu'un, Marcel Proust? Voilà. D'accord, très bien. Donc tout le monde soit très chiant, j'imagine. Voilà, très bien. Donc j'en ai choisi un particulièrement chiant, comme ça j'étais sûr. Et bon, moi il se trouve que j'admire Marcel Proust, je trouve que c'est vrai. Mais enfin, je ne vous cache pas que la première fois que j'ai lu Marcel Proust, ça m'est tombé des mains, j'ai rien compris, j'ai trouvé ça très long, très ennuyeux, très rébarbatif. Je me suis dit, mais pourquoi on écrit des choses pareilles? Voilà. J'ai essayé une deuxième fois après, quelques années plus tard, de le relire, et je me suis dit, mais quelle angoisse, c'est tellement chiant, je ne peux pas lire ça. Voilà. Et puis la troisième fois, j'ai enfin compris ce qu'il racontait, et là j'ai trouvé ça merveilleux. Bon. Mais il m'a fallu du temps pour y arriver, pour comprendre. Mais l'écriture de Marcel Proust est l'exact inverse de la mienne. Moi, je suis quelqu'un qui écrit de manière très sobre, très simple, très nue, très dépouillée, etc. Bon. Donc vous pouvez avoir une admiration pour quelqu'un sans qu'il vous influence dans votre écriture au quotidien. Donc non, je n'ai pas particulièrement de gens qui m'influencent. Voilà. Je peux être influencé par des films, par des situations, par des musiques, par exemple, plus que par des livres. Il y a des musiques que je peux entendre et qui peuvent m'accompagner quand j'écris un livre. Et je serais plus influencé par des musiques ou des chansons ou des je ne sais pas quoi que par des livres ou des auteurs. Oui. Du coup, par rapport à la musique, il y en a une qui vous a accompagné pour ce livre en particulier? Alors, précisément, peut-être la chanson ne vous dira rien, vous voyez, j'imagine, qui sont Big Flo et Oli. Vous voyez une chanson qui s'appelle Dommage, ou pas du tout? Vous voyez la chanson Dommage? Vous vous souvenez comment elle se termine, cette chanson? C'est une femme qui est tuée par son mari et ils sont tous devant le cercueil. Vous vous souvenez du clip? Et bien ce clip-là, c'est aussi ce qui a décidé le livre. Et d'ailleurs, leur chanson est citée dans le livre, parce que moi je me souviens que quand j'ai vu ce clip, quand j'ai entendu cette chanson la première fois, ça m'a frappé parce que je me suis dit, c'est quand même rare en chanson qu'on évoque ce genre de sujet. Bon, dans la première partie de la chanson, c'est plus léger, c'est un chagrin sentimental, bon très bien, ok. Mais la dernière partie de la chanson, c'est effectivement une femme, vous avez compris, qui meurt sous les coups de son mari, et tout le monde est là autour de son cercueil à la fin. On s'est tous dit, ah c'est dommage. D'accord? Et bien ça, c'est une chanson qui m'a aidé à écrire le livre, et que je réécoutais, ou dont je regardais à nouveau les images, parce que je trouvais que c'était intéressant, mais c'est ce que je vous disais sur les livres et tout ça. Et que je pense qu'ils ont peut-être, eux, plus fait pour éveiller nos consciences, Big Flo et Oli, que tous les essais qu'on a écrits sur les féminicides. Parce que tout d'un coup, les gens de votre génération ou d'autres ont regardé ça en se disant « Ah oui ?» Je pense qu'on ne s'y attend pas forcément. Et donc, je trouve que c'est intéressant quand le vecteur, le véhicule pour arriver à ouvrir des consciences est quelque chose d'inattendu. Et n'imaginez pas forcément Big Flo et Oli sur ce terrain-là. Et donc cette chanson, je l'ai écoutée notamment pour le livre. Oui. Oui. Ah, alors, d'abord, j'ai écrit mon premier livre, j'étais dans le décalage horaire. Je vivais à Montréal, enfin entre Montréal et Toronto. Et je me suis senti autorisé justement à écrire, peut-être parce que je me sentais loin, je sortais en plus d'une déconvenue sentimentale, enfin j'avais été largué comme, voilà, c'était très triste parce qu'on venait de me larguer. Donc j'étais très triste parce que j'étais, voilà. Donc triste et loin. Et triste et loin fait que je me suis dit, tiens, si j'écrivais un livre, vous voyez, bon. Okay. Et donc j'ai commencé à écrire un livre dans cette situation-là. Mais c'était une histoire donc totalement inventée, fictionnelle. Elle se passe en 1916, donc a priori c'est pas quelque chose que j'ai connu, parce que même si je suis très vieux, je n'ai pas connu 1916. Et donc j'ai écrit ça. Et moi, comme je vous l'ai dit, j'étais juriste, donc je vivais dans un autre monde, j'avais un métier, et donc je connaissais personne dans le monde de l'édition. Donc j'ai envoyé mon manuscrit par la poste à plusieurs éditeurs, et j'ai eu la chance, effectivement, que plusieurs éditeurs acceptent mon premier manuscrit. Donc j'ai eu le privilège de choisir mon premier éditeur. Mais vraiment, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire, j'ai écrit ce livre sans en parler à personne, sans rien dire. Je l'ai envoyé par la poste en secret, et puis quelqu'un m'a dit j'aimerais bien le publier. Et donc j'ai accepté, évidemment, avec bonheur ça, et le livre a été publié quelques temps après. Et il se trouve qu'après, le livre a plutôt rencontré du succès, donc j'ai eu de la chance, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Effectivement, j'ai envoyé le manuscrit par la poste. Alors, il reste
mais qui a apporté quelques livres. Ça, je vous l'avais dit éventuellement. Il y avait un petit moment, si vous le souhaitiez, si vous pouviez, etc. Vous pouvez éventuellement acheter un livre, vous le réserver et le faire dédicacer. Et je me demandais si ça vous plaît aussi, si on ne pouvait pas terminer en vous écoutant, vous lire un passage de votre livre. Ah, d'accord, oui. Choisir. Pourquoi d'ailleurs vous choisiriez ce passage-là? D'accord. Je vais vous lire un passage en fait sur. Je vais être très bref, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Un passage sur la jeunesse des parents. Parce que ce qui m'intéressait aussi, c'était de raconter donc, qui étaient ses parents avant que le père ne tue la mère. Parce qu'avant qu'une histoire d'amour ne se finisse mal, c'est une histoire d'amour qui en général a commencé bien. C'est le principe des histoires d'amour, c'est qu'elles peuvent commencer très bien et se finir très mal. Parfois elles se finissent très bien ou elles ne se finissent pas, mais donc voilà. Et donc je voulais raconter les débuts de ce couple, et donc c'est ça que je vais vous lire, les débuts du couple du père et de la mère. Et c'est le fils qui raconte, sachant que le fils, évidemment, il ne sait rien de ses parents, parce que la chose, c'est qu'en général, on ne sait pas qui étaient nos parents avant qu'ils nous aient mis au monde. On ne sait pas ce qu'était leur jeunesse avant qu'ils ne se rencontrent. Donc c'est ça que ça raconte. En rangeant les affaires de mes parents, les effets personnels, la paperasse, quand il s'agit de procéder à l'inventaire, je suis tombé sur de vieilles photos. Certaines étaient scotchées ou collées dans un album, d'autres jetées en vrac dans une boîte à chaussures. La plus récente remontait à près de 10 ans. J'ai pensé, c'est normal, désormais on a recours au téléphone, c'est là qu'on stocke les images de nos vies. Mais je me suis demandé de quand datait la dernière fois où l'album avait été feuilleté, la boîte ouverte. Je me suis demandé si ma mère avait eu quelquefois des bouffées de nostalgie, ressenti le besoin de se replonger dans des années qui peut-être avaient été heureuses, plus heureuses que son présent, ou si au contraire elle n'était jamais plus revenue vers ce temps-là, le considérant comme bel et bien révolu. J'ignore quelle hypothèse j'aurais préférée. Je me suis arrêté sur une série de 4 photomatons où ils apparaissent tous les deux, mon père et ma mère, quand ils ne sont encore que Franck et Cécile. On devine facilement qu'ils se sont réfugiés sans doute sur un coup de tête dans une cabine peu de temps après leur rencontre. Ils ont la vingtaine et leurs mots successifs témoignent qu'ils sont dans la candeur des commencements lorsqu'on a envie d'être collés l'un à l'autre, de se montrer ensemble, de faire le pitre parce que l'amour ça rend légèrement imbécile. Et c'est vrai qu'ils sont beaux, tous les deux. Ma mère surtout, avec sa chevelure qui lui mange les joues, ses yeux clairs, ses dents du bonheur, une sorte d'insouciance malgré son deuil récent et l'obligation elle s'est trouvée de devenir brutalement une grande personne. On jurerait que dans l'instant de la photo, elle croque un peu de la jeunesse à laquelle elle avait droit et qu'on lui a confisquée, à la façon dont on mord dans une pomme pour étancher sa soif. Mon père aussi, avec son regard métallique, ses cheveux blonds, sa mâchoire carrée, il a quelque chose d'américain ou d'allemand. Je comprends qu'il ait pu plaire. Il n'avait pas un physique ordinaire, en tout cas. Le soir de leur rencontre, est-ce que c'est ça qu'elle a vu en premier? La carrure, la blondeur, la virilité, est-ce que c'est ça qui l'a attirée, ou sa moto? Est-ce qu'elle pouvait avoir envie d'un type comme lui, elle, si réservée? Il faut croire, puisqu'elle lui a souri, qu'elle a accepté d'entrer dans la discothèque en sa compagnie, qu'elle s'est laissé offrir un verre, qu'elle a dansé avec lui. Muriel m'a dit, il ne savait pas danser, mon frère, mais il était à l'aise avec son corps, ça pouvait faire illusion. Ma mère a-t-elle cédé à cette illusion? Je ne la juge pas, elle avait le droit d'être séduite, et puis c'était sans importance. Ça arrivait, à cet âge-là, de frayer avec un inconnu, ça arrive encore, ça arrive depuis la nuit des temps. Non, j'essaie de comprendre, voilà tout. J'essaie de comprendre comment elle est allée vers lui, pourquoi ils se sont rejoints. En fait, je me tiens devant le mystère des inclinations de ma mère, le mystère de sa liberté. Aussitôt après, je pense au hasard des rencontres, au destin qui lance ses dés, si ce soir-là, elle n'était pas sortie, si cette nuit-là, elle en avait repéré un autre. C'est un exercice idiot, mais comment s'en empêcher?